Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Mame Adama Gueye, avocat d'affaires, ancien président du Forum civil, membre de la plateforme Sursaut citoyen. Il est l'invité de Macoumba Beye. Plusieurs sujets. La déclaration de patrimoine, les fonds politiques ou secrets, la réforme de la Constitution, les élections législatives et locales et plusieurs autres sujets. Maître Mame Adama Gueye face à Macoumba Beye, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Bienvenue à tous et merci de suivre le grand jury de la radio Futur Média. Mon invité de ce dimanche est Mame Adama Gueye, avocat d'affaires, membre fondateur et ancien président du Forum civil, membre également du Sursaut citoyen. Maître, je voudrais commencer par vous remercier et vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Grand Jury. On a eu la semaine passée un débat très intéressant sur la déclaration de patrimoine. L'OFNAC, l'Office de lutte contre la corruption, a publié les listes pour faire. Vous avez vu le nombre d'assujettis défaillants et qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'étais scandalisé parce que, pour deux raisons. Parce que les personnes concernées occupent des responsabilités importantes, des assujettis. Deuxièmement, c'est un défi à la loi, une violation de l'état de droit venant de responsables de ce niveau. C'est absolument scandaleux. Et je pense que j'encourage l'OFNAC à mettre en œuvre toutes les dispositions prévues par la loi pour sanctionner ces assujettis défaillants. Et notamment les dispositions prévues en ce qui concerne la révocation, parce que selon leur statut, l'OFNAC peut notifier aux autorités concernées le défaut et dans un certain délai, ces autorités doivent révoquer les personnes concernées. Et je pense que ce serait très important de donner un signal fort en mettant en œuvre ces dispositions prévoyant la révocation de ces personnes pour donner un signal fort parce que c'est un défi à la loi. Et on ne doit pas laisser passer un défi à la loi parce que la violation de l'état de droit est inacceptable dans une démocratie. On sait que le président de la République pourrait être plus efficace dans la manière de les faire respecter la loi. Qu'est-ce que vous attendez de lui? J'attends que l'OFNAC mette en œuvre les dispositions qui sont prévues et au moment opportun que le président de la République prenne les dispositions qui sont prévues par la loi. C'est-à-dire la révocation pure et simple de ces personnes qui sont concernées parce que c'est ce qu'elles méritent. Quand on a des responsabilités et qu'on viole la loi, qu'on viole l'état de droit, la sanction qui doit s'appliquer, c'est la révocation et j'espère que le président de la République sera ferme sur cette question. Que quelqu'un, un membre de son cabinet, en l'occurrence l'ancien ministre Abdoulaye Bathily, ne se soit pas acquitté de son obligation, est-ce que cela ne veut pas dire qu'au sein même du cabinet du président de la République, si on peut se le permettre, également dans d'autres instances, ce serait possible? Non, mais je veux dire, il n'y a aucune excuse. C'est pas parce que des personnes du cabinet du président de la République l'ont fait que d'autres ont une excuse pour le faire. Dès qu'on est assujetti, on doit se soumettre à la loi. Quand on a des responsabilités de ce niveau et qu'on est assujetti, on doit simplement se soumettre à la loi, quel que soit le niveau où on se trouve. Il est absolument inacceptable que des personnes qui occupent des responsabilités, qui sont assujetties au respect de la déclaration de patrimoine, qui ne le font pas, défient si ouvertement la loi. Il faut sanctionner sévèrement cette violation de la loi. Malgré les efforts, malgré les déclarations, beaucoup ont noté des défaillances dans la loi des faiblesses. Comment faudrait-il la renforcer, cette loi, pour davantage de transparence, si vous êtes d'accord avec le diagnostic? Mais moi, je pense que la loi telle qu'elle est déjà assez bonne, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de mise à l'épreuve de la loi pour pouvoir juger de son efficacité ou non. La question fondamentale aujourd'hui, c'est pas la question de l'efficacité de la loi. La loi prévoit une déclaration de patrimoine dans des conditions clairement déterminées, prévoit une liste d'assujettis. Donc c'est très simple. Ces personnes n'ont qu'à respecter leurs obligations résultant dans la loi. La loi, moi je ne vois pas en l'état des raisons de remettre en question les dispositions de la loi. Je n'ai pas entendu de motif acceptable ou encore recevable sur ce point. On en est au tout début de l'application de la loi avec quelque chose de très simple. Une loi, obligation de déclaration,
une liste d'assujettis, que ces assujettis respectent leurs obligations, point à la ligne. Aujourd'hui, il y a aussi des dispositions concernant le travail de l'OFNAC qui l'a très bien fait, qui a fait son travail, qui a publié les listes. L'OFNAC doit poursuivre dans cette voie. Il y a des délais dans lesquels les personnes doivent se rattraper si elles ne le font pas. Que l'OFNAC applique rigoureusement la loi à son niveau et que les autres autorités qui peuvent être concernées, notamment par la révocation, appliquent aussi la loi rigoureusement à leur niveau. Que les défaillants soient limogés. C'est mon point de vue. Alors, faut-il publier toutes les déclarations de patrimoine, comme le recommande Sankoun Fati, l'ancien colonel à la gendarmerie, et Babacar Ba, le président du Forum du justiciable? Je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de faire des choses spectaculaires. Ce qui importe, c'est que l'autorité qui est concernée, moi là où je pense qu'on peut essayer d'améliorer un peu la loi, c'est que on dit vous faites la déclaration de patrimoine. Je ne pense pas qu'il y ait des dispositions qui permettent à l'OFNAC de vérifier l'adéquation entre la déclaration et le patrimoine réel. Parce que ça, c'est un problème. Si aujourd'hui on dit vous déclarez votre patrimoine et que c'est simplement votre déclaration qui est la référence, même si elle n'est pas exacte, et qu'à la sortie, vous puissiez faire une autre déclaration qui est vérifiée en fonction de la déclaration initiale, il peut y avoir un problème. Donc là où il y a peut-être un problème, c'est peut-être doté, mais c'est quand même très lourd, parce qu'aujourd'hui, il est assujetti, dont il faut contrôler la déclaration de patrimoine, ça peut être assez difficile. Mais je crois qu'il y a quand même un niveau de contrôle qui n'est pas très difficile. C'est notamment le contrôle concernant les biens immobiliers, parce qu'on a un livre foncier sur toute l'étendue du territoire. L'OFNAC pourrait faire des réquisitions pour vérifier au moins sur le plan foncier si ce que les personnes ont déclaré est conforme à leurs biens, aux biens dont ils sont propriétaires. Il y a un autre niveau aussi de contrôle qui serait possible en levant par exemple le secret bancaire pour permettre à l'OFNAC de vérifier si les déclarations concernant les comptes bancaires, si la déclaration sur les comptes bancaires est conforme à la situation exacte des comptes. C'est des vérifications possibles, parce que ça, c'est purement informatique. Si aujourd'hui, c'était possible qu'on lève le secret bancaire pour vérifier la conformité des déclarations à la réalité du patrimoine, ça, ce serait quelque chose, à mon avis, qui serait très utile. Je ne pense pas que le fait de publier la totalité des déclarations soit quelque chose qui peut faire avancer les choses. PASTEF a accepté que la liste soit élargie au Premier ministre et au Président de l'Assemblée nationale. Ces derniers devront donc publier leurs déclarations. Est-ce que ça vous suffit comme avancée, comme effort, ou bien est-ce qu'il y a d'autres assujettis qui doivent les rejoindre dans la publication de leur patrimoine? Le premier point qui est important dans la proposition de PASTEF à laquelle nous souscrivons, c'est la mise en conformité de la Constitution par rapport à la déclaration de patrimoine du président de la République. Parce qu'il y avait quand même un problème. La Constitution, dans l'article 37, prévoit la déclaration de patrimoine du président. À l'entrée, il n'y avait aucune disposition qui prévoyait la déclaration de patrimoine à la sortie. Donc la proposition de PASTEF, qui a été acceptée par le président de la République, par l'exécutif, c'est que le président de la République fasse une déclaration de patrimoine à la sortie. Ça, c'est très important parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc c'est une réforme, la réforme que PASTEF propose de ce point de vue, est une réforme qui est parfaitement pertinente. L'exécutif a demandé à ce que parce que le patrimoine du président qui est déclaré est publié, que cette publication concerne aussi le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est très bien. Et il faudrait voir, par rapport au niveau de responsabilité, s'il ne faudrait pas étendre cette obligation de publication des déclarations de patrimoine. À qui, par exemple? Moi, je pense que tous les responsables de régie financière, les ministres, les membres du gouvernement, à mon avis, leur patrimoine devrait être publié. Parce que, voilà, je pense que ce serait nécessaire. Parce qu'à ce niveau de responsabilité, c'est important qu'on puisse savoir le niveau de patrimoine des personnes concernées. Alors, toujours dans le domaine de la bonne gouvernance et de la transparence, Ousmane Sonko qui mène la bataille contre les crédits spéciaux, les fonds secrets ou fonds politiques, une proposition de loi doit être examinée mercredi en plénière. Quelles sont vos propositions sur ces fonds pour davantage de transparence? Dans le cadre des assises nationales, aussi bien dans le cadre des assises nationales que du pacte national de bonne gouvernance démocratique,
nous sommes favorables à un encadrement des fonds spéciaux. L'encadrement, c'est qu'on mette en place un dispositif permettant de vérifier l'utilisation qui en est faite. C'est le sens de la proposition de PASTEF, qui est une proposition qui est pertinente. PASTEF propose que, d'abord, qu'il y ait des dépenses éligibles, ensuite qu'on contrôle, parce que aujourd'hui, la proposition de PASTEF, c'est que ça concerne les questions de sécurité, de défense, de renseignement, sécurité intérieure et extérieure. D'après ce que j'ai entendu dans la conférence de presse de PASTEF, l'exécutif propose qu'on ajoute la dimension dépenses sociales, solidarité nationale, etc. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette dimension sur laquelle le président s'est déjà exprimé d'ailleurs, moi, je souscris pas à son point de vue. Quand le président nous dit oui, parce que de temps en temps, il y a certains Sénégalais qui ont des problèmes de santé, qu'il faut évacuer, il faut les aider. On est en démocratie. Tous les Sénégalais ont les mêmes droits sur nos ressources. Sur quels critères va-t-on se baser pour dire que Macoumba Bey a un problème de santé, il faut l'évacuer, et Samba Ndiaye a un problème de santé, lui, il ne faut pas l'évacuer? Sur quels critères? Tous les Sénégalais sont égaux face à nos ressources. Sur quels critères on va sélectionner ceux qui bénéficient de cette assistance sociale et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier? Malheureusement, souvent, ça se joue sur la relation que ces personnes ont avec le président ou avec l'entourage du président, ce qui leur permet d'accéder à ça. Tous les Sénégalais ou bien sur le rang social. Oui, bien sur le rang social, c'est pas acceptable non plus. Tous les Sénégalais sont égaux. En matière sociale, si on ne peut pas permettre à tous les Sénégalais de bénéficier de ces ressources, qu'on en fasse bénéficier personne. Parce que c'est un facteur, on sait aussi quelquefois, le président ne le fait pas comme ça. Oui. On le fait parce que souvent, il y a un intérêt qui peut être politique, qui peut être... beaucoup de raisons. Et ça, c'est pas acceptable. Moi, je pense qu'il faut que si aujourd'hui on doit mettre des fonds d'assistance sociale, mais qu'on fasse des fonds d'assistance sociale, qu'on les loge dans le budget, peut-être au niveau du ministère des Affaires sociales, de la solidarité nationale, mettre des critères pour que les gens puissent déposer des dossiers objectifs sur lesquels des commissions vont siéger pour voir comment on peut aider telle personne à se faire soigner, comment on peut aider telle personne à se faire... Sur des bases objectives. Que la personne expose une situation sociale particulière, difficile, mais étudiée, mais que ce soit les mêmes critères pour tout le monde. Mais que ce ne soit pas des critères non transparents. Aujourd'hui, c'est des critères absolument non transparents. On ne sait pas sur quelle base on permet à quelqu'un de bénéficier de fonds spéciaux pour des raisons sociales ou pas. Il n'y a pas de critères. Donc je pense que sur ce plan, nous sommes favorables à l'encadrement, que ce soit consacré à des dépenses éligibles claires, et deuxièmement au contrôle. C'est-à-dire qu'il y ait une entité qui contrôle l'utilisation des fonds. Composée de qui? Nous n'avons pas la réponse. Je pense qu'il faut que tout le monde réfléchisse. C'est des questions de consensus. Il faudrait que ça peut être composé de personnes de la Cour des comptes, personnes de l'Assemblée nationale. Bon, c'est ouvert. Mais je pense qu'il faut mettre en place un dispositif qui permette d'effectuer un contrôle sur l'utilisation de ces fonds publics. Le reproche qui est fait à Ousmane Sonko dans ce débat, c'est qu'il n'en parle que maintenant qu'il n'en bénéficie plus. Est-ce que c'est un reproche qui est valide? Je ne vais pas jauger l'intention des gens. Mais effectivement, nous ne sommes pas naïfs. Le timing peut laisser penser qu'il y a un intérêt politique derrière. Mais c'est pas pour autant que nous, qui avons toujours défendu cette position, on va s'opposer à ça. Pour nous, c'est bon à prendre, parce que nous avons toujours défendu cette position. Maintenant, que les politiques en fassent une certaine utilisation, et vu le timing, une action puisse être soupçonnée d'avoir un soubassement politique, ça, c'est des commentaires que je laisse que chacun peut faire. Mais moi, je ne me situe pas sur cette position. J'essaie de regarder objectivement si la proposition, elle est bonne ou pas. Nous estimons que c'est une bonne proposition et nous sommes favorables à cette proposition. Le député Thierno Alassane Sall, par exemple, demande à Sonko, à PASTEF, de balayer devant leur propre porte puisqu'il y a des pratiques tout aussi lugubres à l'Assemblée nationale. Thierno Sall, qui lui-même est membre de la commission de contrôle et de comptabilité, qui dit ne rien savoir de ce qui se passe sur le budget de l'Assemblée nationale. Ça, c'est absolument anormal. C'est absolument anormal.
L'Assemblée nationale ne peut pas prétendre contrôler l'action du gouvernement, exiger, en tout cas proposer, un texte pour soi-disant, parce que le groupe PASTEF dit que c'est pour la transparence et la bonne gouvernance. Mais il faut commencer par l'Assemblée nationale elle-même. Quand on est dans une entité, on applique d'abord, dans le cadre de cette entité, les règles de transparence et de bonne gouvernance. Ce que dit Thierno Alassane Sall, vraiment, c'est quelque chose d'absolument regrettable et qui doit être redressé. On ne peut pas vouloir d'un côté exiger la transparence et la bonne gouvernance du président de la République et ne pas se l'imposer soi-même. C'est pas acceptable. Encore moins de l'Assemblée nationale qui est chargée de contrôler l'action du gouvernement. Alors, il y a des commissions d'enquête parlementaires qui doivent démarrer bientôt sur beaucoup de sujets. Est-ce que le timing encore qui prête à des suspicions, ou bien vous prenez, puisque c'est le principe, de la transparence? Pour moi, toutes les questions d'intérêt national qui peuvent faire l'objet de commissions d'enquête parlementaire, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Maintenant, le timing, ça c'est une autre question. Chacun a son appréciation. Mais le fait qu'on veuille apporter la clarté, la transparence dans l'utilisation de ressources dans un domaine, mais que ce soit pas sélectif. Parce que, par exemple, il y a un dossier sur lequel je ne suis pas sûr qu'il y a une commission d'enquête parlementaire et pourtant qui pose problème. Le dossier de laser, soulevé par Thierno Alassane Sall, je ne crois pas que ça fait partie des dossiers sur lesquels une commission d'enquête parlementaire est demandée. Dans ce cas, il y a des raisons, il y a des raisons d'avoir une suspicion légitime sur l'orientation des commissions d'enquête parlementaire. Il faudrait que ça touche tous les domaines sur lesquels il y a des problèmes sérieux qui ont été posés. Et le dossier de laser est un dossier sérieux, qui mérite au moins une commission d'enquête parlementaire. Je n'accuse personne, mais qui mérite au moins une commission d'enquête parlementaire. Si on fait une commission d'enquête parlementaire sur un étudiant en ordinateur, je ne vois pas pourquoi on n'en ferait pas sur laser. Maître Mame Adama Gueye, l'invité du grand jury, vous êtes aussi membre du sursaut citoyen. On parle de la révision de la Constitution. PASTEF avait repris l'initiative au président de la République pour proposer une réforme constitutionnelle avant que le président lui-même ne fasse un recours devant le Conseil constitutionnel qui a terminé la procédure. Mais pour vous, membre du sursaut citoyen, ce n'est pas la fin, ça ouvre une nouvelle étape, celle de l'évolution de la réflexion. Vous en profitez pour dire ce qui vous donne satisfaction dans la nouvelle proposition et ce qui doit y être inclus. Par exemple, l'une des faiblesses du texte est de s'arrêter à énumérer des idéaux. Or, pour vous, la proclamation des principes ne suffit pas. Il faut l'existence de garanties institutionnelles effectives. Tout à fait. Déjà sur le processus, il est heureux qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, on a mis bas la terre, si on peut dire. Parce que c'était une situation un peu compliquée. Il faut rappeler que le président de la République avait fait une proposition de réforme constitutionnelle, un projet. Le groupe parlementaire PASTEF a fait des propositions en modifiant certaines propositions du président. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Finalement, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la révision. On en revient au point zéro. Et nous pensons que c'est une excellente opportunité de construire un consensus. Le consensus, d'ailleurs, il existe objectivement. Parce que le président lui-même, c'est lui en décembre qui avait dit qu'il allait procéder à des réformes constitutionnelles. Le groupe PASTEF est aussi favorable aux réformes constitutionnelles. Donc il y a un consensus. Aujourd'hui, ce qui se pose comme problème, c'est comment chaque parti instrumentalise ses propositions en fonction de ses intérêts ponctuels politiques. Ça, c'est pas conforme à l'esprit d'une réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle doit être faite de manière objective sur la base des références invoquées par chacune des parties. Chacune des parties invoque comme référence les assises nationales, le pacte national de bonne gouvernance. Donc, il faut que les propositions soient conformes. Donc, nous avons un consensus. Ce que nous disons, nous, c'est que nous voulons aider à construire ce consensus, à donner forme à ce consensus, à être le facilitateur, parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'il y a une confrontation exécutif-législatif. Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle très important de médiation pour qu'on travaille sur un consensus. Le consensus existe déjà. C'est sur le principe de la réforme constitutionnelle et sur le contenu parce qu'on vise des références. Et de ce point de vue, nous, ce que nous disons, c'est de dire, asseyons-nous autour d'une table avec toutes les parties prenantes pour discuter sur les réformes. Nous visons les mêmes références, mais pour le vérifier, nous pensons que c'est important que la société civile joue un rôle. On a un rôle important. D'abord, on a la légitimité parce qu'il faut rappeler que c'est devant la coalition organisée par Sursaut Citoyen que 13 des 17 candidats ont signé le pacte national de bonne gouvernance démocratique, dont le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc,
cette structure a la légitimité aujourd'hui pour jouer le rôle de médiation et aussi de garant de conformité. Parce que on a vu que dans les précédentes propositions, les deux parties faisaient référence aux assises, au pacte national de bonne gouvernance démocratique, mais souvent, il y avait une partie d'imposture parce que tout ce qu'ils proposaient n'était pas dans ces références. Il y a juste quelques propositions. Donc, le moment est venu que toutes ces parties acceptent qu'on s'assoie et qu'on construise ce consensus sous le regard vigilant d'organisation, de la coalition qui peut jouer un rôle de médiation et de garant de conformité. Oui, mais cela dit, vous avez pris le temps de lire la Constitution, la réforme. C'est ça. Vous y avez décelé des avancées, mais il y a des parties qui doivent être améliorées. Oui, maintenant, oui, je pense que nous avons dépassé cette situation parce que ces textes ne sont plus à l'ordre du jour. Donc, on revient à zéro. C'est pour ça que nous avons fait des propositions. 4 propositions que vous avez appelées les 4 garanties fondamentales pour une réforme institutionnelle, légitime, stable et effective. Parfaitement. Si vous pouvez les résumer et nous décliner la quintessence. Oui, il y a quatre axes. Le premier axe, c'est l'équilibre des pouvoirs. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on le proclame, mais c'est pas effectif. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la nature de la relation du citoyen et des élus. Le troisième axe, c'est sur les libertés. Et le quatrième axe, c'est sur la sacralisation du bien public. Le premier axe est très important parce que la Constitution proclame la séparation des pouvoirs, mais de manière effective, il y a une prédominance de l'exécutif sur les autres pouvoirs. Et ça, il faut revoir ça parce que il y a un hyperprésidentialisme qui n'est pas compatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Ça, il faut y travailler. Permettre à l'Assemblée nationale d'avoir plus de capacité de production législative. Parce qu'il est paradoxal que dans l'essentiel des domaines d'activité de l'État relève de la loi. L'essentiel. Paradoxalement, 95% des lois proviennent de l'exécutif. Des projets au lieu de propositions. Au lieu des propositions. Parce qu'il y a des verrous qui sont mis. Les verrous, par exemple... Les incidences financières. Incidences financières ou vote bloqué, etc. Donc, les discussions qui doivent avoir lieu doivent permettre de voir comment on peut déverrouiller les choses de telle sorte que d'avoir une Assemblée nationale qui soit plus en mesure de produire des lois. Et c'est dans le même élan que vous saluez la Cour constitutionnelle qui a été proposée. Oui, ça c'est dans le cas, oui, ça c'est important. La Cour constitutionnelle, ce qui est important, c'est pas la dénomination, c'est le fait, c'est le contenu. Le contenu. La possibilité qu'on puisse saisir la Cour constitutionnelle dans certaines conditions. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il est important de faire des proclamations de principes fondamentales dans la Constitution pour permettre, en cas de violation, de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Je donne par exemple un exemple sur la justice. Aussi, ça c'est un autre point sur la séparation des pouvoirs. Il faut créer les conditions, comme je l'ai dit pour l'Assemblée nationale, pour que la justice soit effectivement indépendante. Aujourd'hui, il y a quand même une prédominance de l'exécutif qui a la possibilité de faire bouger les magistrats comme il le souhaite. Aujourd'hui, nous avons un principe de l'inamovibilité des magistrats, mais qui est allègrement violé à chaque occasion. Avec les consultations. Avec l'utilisation, non, avec la notion de nécessité de service, etc. Ça, il faut qu'on rétablisse la réalité de l'inamovibilité des magistrats, qu'on réorganise le Conseil supérieur de la magistrature pour garantir son fonctionnement autonome. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et ça, c'est par rapport à la séparation des pouvoirs. Le deuxième point, c'est sur la relation citoyen et élu. Il faut qu'on proclame la centralité du citoyen dans la Constitution. Il faut proclamer la centralité du citoyen pour que toute l'activité publique soit orientée dans le sens des intérêts des citoyens. Il faut aussi consacrer la primauté de l'intérêt général. Ça, c'est capital. Le consacrer dans la Constitution, ça veut dire que si les actes sont posés, qui sont contraires aux intérêts des citoyens, qui sont contraires à la primauté de l'intérêt général, qu'on puisse les attaquer devant le Conseil constitutionnel, devant la Cour constitutionnelle. Et aussi, dans la relation élu-citoyen, qu'on proclame, qu'on restitue, qu'on réhabilite la notion de mandat. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'ici, on est arrivé à un point où on pense qu'avec la démocratie représentative,
Les élus, une fois qu'ils sont élus, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas conforme à l'esprit de la démocratie. La démocratie représentative n'est pas incompatible avec la démocratie participative. Il faut qu'on revienne à la notion de mandat. Le mandat, c'est une relation quasiment juridique entre un mandant qui est le citoyen et un mandataire qui est l'élu. Et un mandataire, il a l'obligation de rendre compte. La démocratie représentative ne dispense pas de respecter l'obligation de consulter et de rendre compte aux citoyens. Ce que ne font pas nos élus. On a eu l'exemple avec la proposition de PASTEF, les propositions de réforme constitutionnelle. Et le contenu a été présenté au Sénégalais le dimanche soir pour une loi qui devait être des discussions le lundi à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une violation flagrante de la relation d'élus et de mandants. Donc ça, c'est un point qui est absolument important. Ensuite, il faut consacrer aussi le droit de pétition citoyenne, c'est-à-dire que aujourd'hui le président peut saisir le Conseil constitutionnel, l'Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel. Il faut qu'il y ait une possibilité de pétition citoyenne qu'un certain nombre de citoyens sénégalais puissent saisir le Conseil constitutionnel. Ça, c'est important. Sur les libertés aussi, il faut... Oui, mais avant les libertés, vous dites qu'il faut aussi donner aux citoyens la possibilité de pouvoir déclencher un référendum. C'est la même chose, exactement. Mais il y a là des excès parce qu'aujourd'hui, vous savez, maître, en Suisse, il est plus possible maintenant de construire un minaret parce qu'il y avait une initiative citoyenne qui avait porté un référendum et il l'avait remporté. Et Yashua Mounk, un politologue, nous avertit dans son livre « Le peuple contre la démocratie, contre de tels excès, la démocratie contre le peuple ». Il faut encadrer, il faut effectivement encadrer. Il faut pas... Peut-être qu'en Suisse, c'est plus facile. Aujourd'hui, on peut faire des possibilités de pétition citoyenne pour saisir le Conseil constitutionnel, pour demander le référendum en mettant un nombre significatif. Si aujourd'hui en Suisse on dit que 10 000 personnes peuvent demander un référendum, je ne sais pas quel est le nombre, effectivement ça peut poser problème. Mais je pense que les pétitions citoyennes, soit pour demander un référendum, soit pour saisir le Conseil constitutionnel, on peut les encadrer de telle sorte que ça n'ouvre pas la voie à des excès, à des abus. Mais je suis d'accord avec vous, ça mérite d'être encadré pour ne pas être un facteur de blocage du fonctionnement des institutions. Et les libertés fondamentales qui sont effectivement opposables. Opposables à qui? Opposables à l'État. C'est-à-dire que la violation sur la base de la violation des libertés, que par exemple aujourd'hui qu'on reconnaisse le droit d'agir aux organisations de droits de l'homme. Ça, c'est un point qui est important. Aux organisations de défense des droits humains, de l'environnement, sur les biens publics, mais surtout sacraliser la liberté. Il faut le poser dans la Constitution en disant que c'est le principe. La restriction de la liberté doit être exceptionnelle. Ça, c'est fondamental. Et puis qu'on avance aussi sur une autre question. C'est sur la question du juge des libertés. Ce n'est pas normal qu'on maintienne ce déséquilibre. C'est-à-dire que quand le parquet veut que vous alliez en prison, il y a 9 chances sur 10 que vous y alliez. Il faut instaurer un juge des libertés. Que si le parquet estime que X doit aller en prison pour telle et telle raison, qu'il donne les arguments. Que l'avocat de la personne concernée donne les arguments devant un juge de liberté qui va trancher en disant ce que le parquet dit tient ou ne tient pas. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est très important qu'on instaure. Et ça me fait penser, parce que le juge de liberté, on ne peut pas le mettre dans la Constitution. Ça me fait penser à un point qui est fondamental. La réforme de la Constitution ne suffit pas. Il faut que ce soit un package. On peut mettre des dispositions. On ne peut pas tout mettre dans la Constitution. Oui. On met les principes fondamentaux. Mais tout ça doit être complété par des lois organiques ou par des lois. Donc, une bonne proposition constitutionnelle pour qu'elle ait de l'impact. Pourquoi c'est un package complet? La disposition constitutionnelle, les lois organiques correspondantes et les lois ordinaires correspondantes. Ça, c'est très important parce que souvent, il arrive qu'on dise on a réformé la Constitution, mais on ne voit aucun impact. Parce que les lois organiques subséquentes n'ont pas été réajustées. Et le quatrième point, c'est la sacralisation du bien public et les ressources publiques. Macoumba, notre pays vit depuis 1960 une situation qui n'est pas normale par rapport aux biens publics. Les biens publics sont dilapidés. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'on sacralise le bien public. C'est construire un rempart citoyen, un rempart constitutionnel contre la prévarication. Ériger la réédition des comptes comme un principe constitutionnel normal. Ça, c'est un point qui est très, très, très important. Et sur cette question aussi par rapport au bien public, il y a la question, parce que c'est aussi la question des emplois publics. Parce que aujourd'hui, nous savons tous, et ça c'est un point sur lequel j'interpelle à nouveau PASTEF, parce qu'il s'empresse beaucoup de proposer des modifications concernant les fonds politiques.
en disant c'est un engagement de PASTEF. Les appels à candidature aussi, c'est un engagement de PASTEF. Je les ai interpellés plusieurs fois, mais ils font semblant de ne pas entendre. Je les interpelle à nouveau, puisqu'ils sont si pressés de respecter les engagements, qu'ils respectent cet engagement qui est fondamental. L'égalité des citoyens dans l'accès aux emplois publics est fondamentale. Aujourd'hui, ce qui se passe depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, Macky Sall et le pouvoir d'aujourd'hui, c'est du clientélisme politique. Quand on arrive au pouvoir, on nomme aux emplois ses amis politiques sans aucune autre considération. Alors que les deux seuls critères qui sont conformes à l'intérêt général, c'est la nomination sur la base de la compétence et de l'intégrité. Et c'est doublement intéressant. Quand on nomme les gens sur cette base, d'abord le travail qu'ils font est plus efficace, donc ça impacte la vie quotidienne des citoyens. Ça évite la dilapidation des biens publics. Les deux critères-là peuvent garantir ça. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On espérait que les jours allaient changer de ce point de vue, mais ça n'a pas changé. Ça commence avec le poste de directeur général de l'ARTP qui est mis en compétition. La question n'est pas de le faire de temps en temps. Oui. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut codifier, il faut poser le principe constitutionnel que l'accès aux emplois, que tous les citoyens sont égaux dans l'accès aux emplois publics et codifier dans la loi les conditions dans lesquelles les appels à candidature doivent être faits. Quel poste et selon quelle modalité? Il ne s'agit pas de dire, oui, on l'a fait pour la RTP, on l'a fait pour X. Ça, ce n'est pas une façon de faire. Parce que si ce n'est pas encadré, aujourd'hui, quelle est la référence? On l'a fait pour la RTP, sur la base de quel texte? Parce qu'en matière d'appel à candidature, ça doit être encadré pour permettre aux gens, par exemple, qui sont candidats, au cas où les choses ne se passent pas bien, de faire des recours. Sur quelle base quelqu'un dans cette situation qui est candidat pour le poste de la RTP peut faire un recours? Donc, il faut codifier. Et c'est ça l'état de droit. Il faut qu'on ait une référence commune, que ça ne relève pas juste du bon vouloir du président de la République. C'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est que on a une loi qui s'impose à tout le monde, y compris au président de la République. C'est pas le bon vouloir du président de la République qui doit permettre de dire, oui, sur tel poste, on va faire un appel, sur tel, on ne le fait pas. Moi, je dis aujourd'hui déjà, ce qui est le plus urgent et important, c'est que PASTEF respecte son engagement. C'est un engagement de campagne, c'est un engagement politique clair, aussi clair que leur engagement sur les fonds politiques. Alors, le citoyen devant être l'alpha et l'oméga en démocratie, cette fois-ci c'est avec vos collègues qui sont membres de la coalition de la société civile. Il y a un mois, vous avez publié une déclaration où vous avez fait appel à plus de marge pour les citoyens, le renforcement du pouvoir des citoyens pour la saisine, par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, du Conseil constitutionnel. Mais aussi sur l'évaluation des politiques publiques. Comment cela pourrait se faire? Est-ce qu'il y a des exemples dans le monde? Pour que les citoyens puissent faire l'évaluation des politiques, oui, ça peut être une initiative citoyenne. Et ça, je peux vous le dire, nous, dans un autre cadre, c'est pas dans le cadre des sursaut citoyens. Moi, je travaille sur un projet de mise en place d'un observatoire des politiques publiques. Parce qu'à Macoumba, le problème de ce pays, c'est qu'il faut redonner à l'expertise sa place centrale. Tout le monde se plaint aujourd'hui de dire, oui, le débat public, il est d'un très mauvais niveau, on a les influenceurs, on a les chroniqueurs, etc. C'est parce que la nature a horreur du vide. Il faut redonner à l'expertise sa place. L'objectif de cet observatoire que nous allons mettre à plan, que nous allons créer, qui est une sorte de combinaison observatoire et think tank, c'est de mettre sous radar l'ensemble des politiques publiques dans les domaines les plus importants. De demander à des experts de très haut niveau de les passer en revue et de faire un rapport annuel dans chaque secteur d'activité. Et sur des questions ponctuelles, qu'un think tank réfléchisse pour proposer des solutions. Mais des think tanks d'experts. Il faudrait changer la nature du débat public. C'est-à-dire si aujourd'hui, des experts dont la compétence, le savoir est indiscutable dans un secteur, je prends comme exemple, comme l'éducation, comme la santé. Chaque année, ils font un rapport sur les politiques publiques. Voilà ce qui a été prévu, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui est mieux, ce qu'il faudrait faire. C'est une référence pour tout le monde, parce que si ces rapports sont publiés, livrés au président de la République, à l'exécutif, aux députés, au pouvoir, à l'opposition, à la presse, à la société civile, on a des références de discussion sérieuses. Quand le journaliste va interroger le ministre concerné, il pourra le faire sur des bases objectives, résultant d'un travail fait par des experts. Et le ministre est obligé de répondre sur la base d'avis d'experts. Ça peut changer la nature du débat et ça peut aussi permettre aux citoyens de
d'agir en connaissance de cause. Parce que les questions de politique publique sont quelquefois des questions complexes qu'on ne comprend pas forcément. Et que quand des experts auront travaillé sur ces domaines, auront communiqué de manière simple, accessible pour les citoyens pourront se déterminer en connaissance de cause par rapport aux politiques. Alors, est-ce que le président de la République a accepté de vous recevoir? Est-ce que vous avez demandé l'audience? On a demandé une audience à M. le Président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du groupe parlementaire, au président de Takualu, à d'autres aussi non inscrits. Pour l'instant, il n'y a qu'une personnalité qui nous a répondu et qui nous a reçus. C'est Mme Aïssata Talsa, qui est présidente du groupe parlementaire Takualu. Nous attendons les réponses des autres personnes que nous avons sollicitées et du président de la République notamment. Oui, on évoquait tout à l'heure la justice et son indépendance. Le président du Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne, l'ancien ministre de la Justice, a prêté serment et il a dit que c'est la Constitution qui sera son serment. Il va être fidèle à la Constitution et à l'état de droit. Est-ce que c'est une garantie suffisante ou bien il y a d'autres garanties qui doivent être codifiées? Non, ces références sont excellentes. Je veux dire, aujourd'hui, quand le président du Conseil constitutionnel dit que ces seules références sont la Constitution, la conformité à l'état de droit, c'est ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas autre chose. Une juridiction, ce sont les seules références. C'est l'état de droit, c'est les textes. Donc je pense que ce sont de très bonnes références. Il faut maintenant l'attendre à l'œuvre puisque vous dites que proclamer ne suffit pas, il faut des garanties. Bon, je veux dire, ça, le Conseil constitutionnel nous a déjà quand même montré a déjà fait preuve d'une certaine qualité dans son travail. Bon, je veux pas être dithyrambique, mais c'est un groupe. Et le président Ousmane Diagne vient compléter un Conseil constitutionnel qui fonctionnait déjà. Donc ça ne repose pas que sur sa personne. Et les autres membres du Conseil constitutionnel ont déjà fait leur preuve dans des situations qui étaient des situations assez compliquées. Donc je ne pense pas, je pense que l'apport du président Ousmane Diagne pour compléter sera utile, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. On a déjà vu à l'épreuve le Conseil constitutionnel. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé un avis au Conseil constitutionnel pour le couplage des législatives et des locales, la dissolution de l'Assemblée nationale qui devrait être possible en fin d'année. Faut-il dissoudre et coupler? La dissolution est une décision politique. Moi, je ne me prononce pas dessus. C'est au président de la République d'apprécier si politiquement, si c'est opportun ou non. Il a le droit. S'il le fait, il a le droit. Donc moi, je n'ai pas de jugement à porter sur cette décision d'opportunité. Mais compte tenu de ce que vous voyez, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à sa place, vous n'auriez pas pris la même décision que lui? Écoutez, je ne veux pas me mettre à sa place. C'est une question d'appréciation politique. Il y a peut-être des raisons. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas une adéquation. L'idéal dans un système politique comme le nôtre, c'est que quand même il y ait une convergence entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est flagrant qu'il y a des positions qui sont très différentes. Je veux dire, il y a une rivalité entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. On ne peut pas reprocher à l'Assemblée nationale ce qu'il fait. L'Assemblée nationale fait son travail. Maintenant, c'est une question d'appréciation. Jusqu'à quel point le président peut considérer que les positions de l'Assemblée nationale ne lui permettent pas de faire sa politique, ça c'est une question d'appréciation. Mais ce que l'Assemblée fait aujourd'hui, c'est son travail. Aujourd'hui, on est un peu surpris parce que d'habitude, il y a une parfaite conformité entre l'exécutif et le législatif. Les députés disaient même, je suis le député du président de la République. Maintenant, qu'une Assemblée nationale fonctionne un peu différemment, moi, ça ne me scandalise pas. Maintenant, la question qui se pose, il ne faut pas instrumentaliser le pouvoir législatif pour des raisons politiques partisanes. Ça, c'est pas acceptable. Si c'est dans le cadre de l'intérêt général, dans le cadre du contrôle objectif de l'action du gouvernement, je n'ai aucun problème. L'Assemblée est dans son rôle. Mais bon, on est un peu surpris parce que c'est une situation différente. Mais on n'en est pas encore arrivé à une situation de blocage irréversible. On est dans une position où il y a une Assemblée nationale qui est très active, qui est très dynamique par rapport au pouvoir, pour des raisons que nous comprenons.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que Ousmane Sonko, président de PASTEF, a quitté le gouvernement, l'Assemblée a pris des positions qui sont plus dures vis-à-vis de l'exécutif. Vous avez également une position sur le report des élections locales. Le FDR et Nyolank, une association de la société civile, demandent au président de la République de les tenir à date échue. Mais nous avons une position de principe à sursaut aussi, parce que Sursaut Citoyen, comme beaucoup d'autres organisations de la société civile, s'était clairement opposé à la décision du président Macky Sall de reporter les élections. Donc nous restons sur la même question, la position de principe. Une date d'élection doit être respectée. Il faut respecter le calendrier électoral. Vous êtes membre avec d'autres d'une association qui joue les médiations dans les conflits sociaux. Depuis que vous avez commencé, est-ce qu'il y a eu des résultats qui sont palpables? C'est difficile. C'est difficile parce que la question qui se pose, c'est la relation avec les parties prenantes. Surtout l'État, parce que c'est l'État qui est le principal interlocuteur. Si l'État ne montre pas beaucoup de disponibilité par rapport à ce type de démarche, c'est très difficile que ça fonctionne bien. J'ai entendu votre bravade, votre coup de gueule il y a quelques mois, ici même sur cette antenne. Depuis lors, ça n'a pas changé? La difficulté de rencontrer les autorités pour mener les médiations? Ah non, ça n'a pas changé. Nous, on a fait une mauvaise expérience avec le président jusqu'ici. Nous espérons que ça va changer. Sursaut Citoyen a sollicité à 3 reprises une audience avec le président, sans suite. Et je ne comprends pas, mais les élus doivent être à notre disposition. Quand les citoyens veulent rencontrer les personnes qu'on a élues, je l'ai dit encore tout à l'heure, ce sont nos mandataires, c'est nous les mandants. Ils ont l'obligation de nous écouter et de nous recevoir. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Alors je ne comprends pas que dans certaines situations, surtout des organisations qui veulent rencontrer le président ou d'autres autorités, mais sur des questions citoyennes, des questions de société, c'est pas pour des démarches individuelles, intéressées. Donc je ne comprends pas cette attitude qui ressemble quelquefois même à du danin. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. J'espère, je veux rester positif, surtout par rapport aux réformes constitutionnelles. C'est le président de la République qui a appelé à la concertation. Donc là, nous répondons à son appel. Donc quand nous le sollicitons, c'est lui qui a invité à la concertation. Nous répondons positivement à son appel. Donc nous espérons qu'il va nous recevoir. Et certains lui ont même rappelé ce qui s'est passé avec Wade en 2000. L'audience était très facile à avoir et c'était même télévisé. Mais si on a rencontré le président, ça s'est fait en 2 minutes. Quand on lui a proposé la solution, il a dit il n'y a aucun problème. Et ça s'est très bien passé. Et ça a offert au président Wade l'opportunité de parler au Sénégalais directement. Donc je ne comprends pas, nous ne comprenons pas. Bon, espérons que les choses vont évoluer positivement. Je veux rester positif. Nous espérons que les interlocuteurs qu'on a sollicités, pour eux c'est un test de bonne foi, parce que c'est le président qui a dit qu'il faut faire les réformes. C'est monsieur le président de la République qui a dit aussi qu'il faut faire des concertations. C'est PASTEF qui a dit qu'il faut faire des réformes. Donc où est le problème? Nous proposons d'être entre les médiateurs pour créer les conditions de discussion, pour chercher un consensus et jouer le rôle de garant de conformité par rapport aux textes qu'eux-mêmes évoquent. Donc ça ne devrait pas être difficile. Mais le reproche qui vous est fait, c'est très souvent de venir avec des propositions prêtes à l'emploi que vous voulez imposer aux politiciens. Mais dans le cas d'espèce, on ne peut pas le dire. Personne n'a forcé le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à aller signer le pacte national de bonne gouvernance démocratique. Personne ne l'a forcé. Le président Ousmane Sonko, lui, quand il était inspecteur des impôts, président du syndicat, il a signé les assises nationales. Ces références sont là, ce sont des textes, on n'impose rien du tout. Les contenus sont là, tout le monde les connaît. Quand le président Bassirou Diomaye allait signer le pacte national de bonne gouvernance démocratique avec des dispositions claires, il n'a pas forcé. Est-ce qu'il y a des écarts entre, par exemple, votre proposition et celle du président de la République qui a été reprise par PASTEF pour la révision de la Constitution? Non, il y avait quelques mesures qui étaient conformes, mais il y avait d'autres mesures qui étaient de la cosmétique,
qui n'avait aucun rapport avec les assises nationales ou le pacte national de bonne gouvernance démocratique. Alors, Maître Mame Adama Gueye est l'invité du grand jury. Vous êtes avocat d'affaires, vous conseillez des investisseurs qui viennent au Sénégal. On a vu que ces 2 dernières années, selon des rapports officiels, que la chute est vertigineuse concernant les IDE, les investissements directs étrangers. C'est la conséquence d'un discours politique ou bien vous avez repéré d'autres causes? La cause est très simple. Le business a peur de l'incertitude. Depuis 2 ans, notre pays n'envoie pas les bons signaux. Nous avions une situation très favorable, c'est-à-dire le Sénégal a été reconnu comme un pays stable, prévisible, etc. Nous sommes en train de perdre cette image, nous sommes en train de perdre cet avantage à cause de beaucoup de choses. On ne va pas y revenir dessus. La position du gouvernement par rapport au FMI, par rapport à certaines situations, par rapport à la volonté de remettre en cause la signature de l'État du Sénégal dans les contrats. Vous savez, l'investisseur, il veut sa sécurité. Dès qu'il sent de l'incertitude, il hésite. Et il faut qu'on comprenne une chose. Quand on entend les Sénégalais parler du Sénégal ou qu'on entend les autorités parler du Sénégal, c'est que on se prend pour ce qu'on n'est pas forcément. À l'échelle universelle, sur le plan économique, on est peanuts. On n'est pas grand-chose. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache ce qu'on représente. Si on le sait, ça nous permet de savoir quelle attitude avoir. Deuxièmement, il faut qu'on sache qu'on est en compétition. On n'est pas les seuls. Quand on n'est pas trop fort, qu'on est en compétition, on doit ajuster sa démarche, ses discours en fonction de ça. Parce que les autres, ils veulent venir au Sénégal. On ne sait pas trop. Ils regardent un pays qui est à côté dans la même organisation sous-régionale. Ils vont s'installer là-bas, c'est comme s'ils sont installés au Sénégal, mais nous n'avons pas les avantages, c'est l'autre pays qui a les avantages. Et on avait des avantages énormes de ce point de vue, en termes de stabilité. Il faut qu'on retrouve cette caractérisation de pays stable, sécurisé, sûr. Et pro-business. Et pro-business, parce qu'on a intérêt. On a intérêt. C'est les privés qui créent de la richesse. Si l'investissement n'entre pas, le pays ne peut pas fonctionner. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez sur la renégociation des contrats? Mais tous les contrats sur le principe peuvent être renégociés. La question, c'est l'approche. Il ne faut pas dire nous allons imposer la renégociation. Non, on ne peut pas imposer dans un contrat. Un contrat qui est signé, c'est la loi des 2 parties. Si vous voulez renégocier, si vous êtes 2 à vouloir renégocier, il n'y a aucun problème. Parce qu'un contrat vit, c'est dynamique. À un moment donné, il peut être nécessaire de le réajuster. Vous vous asseyez, vous discutez, vous le réajustez. Mais d'accord parti. Mais vous ne pouvez pas imposer votre volonté à l'autre partie, prétendre imposer votre volonté à l'autre partie. Et si vous forcez, vous découragez les investisseurs étrangers. Parce que tout le travail que l'APIX peut faire pour faire de la promotion au plan international, vous savez comment réagissent les investisseurs étrangers? Ils vont regarder comment vous traitez ceux qui ont déjà investi. Si vous ne les traitez pas bien, vous n'avez aucune chance de les séduire. Donc, il faut d'abord, ce qu'on a déjà, il faut bien les traiter. Donc, ce que vous visez, verront que vous avez bien traité ceux qui ont déjà investi. Là, vous pouvez les séduire. Sinon, vous ne pouvez pas les séduire. Est-ce qu'on n'a pas appris la leçon puisque, selon Ousmane Sonko, le président lui a dit qu'il faut qu'on fasse attention aux renégociations puisqu'on commence à avoir des désaccords, des conflits avec beaucoup d'investisseurs? Mais c'est évident, quand vous avez un contrat, vous voulez forcer à changer les dispositions et que l'autre partie n'accepte pas. C'est le contentieux. Mais c'est le contentieux. Vous êtes obligé d'aller en contentieux parce que le contrat, vous ne pouvez pas le changer. C'est le contentieux. Et aller en contentieux sur le plan international, mais les conséquences peuvent être très, très graves. D'abord, si vous êtes en exploitation, ça peut avoir un impact sur l'exploitation. Ensuite, c'est des coûts exorbitants. Et c'est, en termes de réputation, c'est très mauvais. C'est-à-dire que quand l'opinion, quand le milieu des affaires considère que ce pays ne respecte pas sa signature, c'est un problème. Donc ça, il faut bien le mesurer. La qualité d'une signature, c'est sa fiabilité. Quand vous avez signé, parce qu'un État, c'est la continuité. Vous pouvez dire c'est d'autres, c'est la continuité. Vous avez l'État du Sénégal a signé, faut respecter la signature. Si vous voulez renégocier, discuter comme ça peut se passer entre 2 co-contractants pour voir comment on peut discuter. Mais dans un esprit positif, pas en voulant forcer les choses. Si vous voulez forcer les choses, ça ne marchera pas. Et vous avez une très mauvaise réputation. Et le monde est lié. C'est-à-dire que les entreprises qui sont installées ici, qui ont fait de gros investissements, ils ont emprunté de l'argent au système financier international.
Si vous leur créez des problèmes de telle sorte qu'ils ne peuvent pas rembourser les dettes les dettes qu'ils ont vis-à-vis du système financier international, vous-même, vous ne pouvez plus vous adresser au système financier international. Donc, il faut faire très attention. C'est très fragile. Eh bien, Mame Adama Gaye, merci. Mame Adama Gaye, avocat d'affaires, membre fondateur et ancien président du Forum Civil. Il était l'invité du grand jury. Je vous remercie, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis également. À la présentation, Makumba Bey, à la technique, Marie-Justine Diogo et Amadi Ndiaye. À dimanche prochain, Inch'Allah.